Merci beaucoup. Vos questions, alors à Madame Arcelin, Monsieur Gamri Doudane et Monsieur Cardinaux qui viennent d'intervenir. Est-ce que vous avez des premières questions à leur poser? N'hésitez pas, profitez-en. On a gardé un bon quart d'heure d'échange. Et levez la main. Cette notion de délégué personnel dont vous avez parlé, Linda Arcelin, le délégué personnel, c'est ça, hein, le délégué à la protection des données personnelles. Voilà, pardon. Est-ce qu'il existe déjà? Est-ce qu'il va exister rapidement? Comment on le forme? Quel sera son rôle? Alors, il existe actuellement sous une forme moins poussée, c'est le CIL, le correspondant informatique et liberté, qui avait été créé par la loi de 78, enfin encadré par la loi de 78. La différence, c'est qu'il est simplement facultatif à l'heure actuelle, et là, le délégué, le DPO, va devenir obligatoire dans les structures qui traitent et gèrent des données personnelles. Alors, quelles sont ses compétences? D'après le règlement, je l'ai emmené, il fait une centaine de pages. Il n'y a que 2 pages quand même sur le délégué, c'est pas beaucoup. Oui. Il doit avoir à la fois des compétences techniques et des compétences juridiques. Donc, c'est tout l'intérêt des formations pluridisciplinaires telles que le président Augier en parlait il y a un instant, de mêler le numérique et le juridique. On a, pour faire un petit peu de publicité, on a un master à La Rochelle qui forme à cette double compétence et qui est financé par la Fédération nationale des tiers de confiance. C'est le master droit du numérique. Et donc, avec des compétences pour comprendre les aspects numériques et apporter la solution, les réponses juridiques. Donc, double casquette pour le DPO. Et puis, c'est un peu le chef d'orchestre de l'entreprise sur la collecte et le traitement des données personnelles. Il est en relation constante avec la CNIL et l'entreprise doit lui assurer une totale indépendance. C'est-à-dire que ça peut pas être c'est pas une fonction comme ça, accessoire, comme avait souvent le CIL auparavant. C'est un indépendant, alors il peut être dans l'entreprise ou alors un expert qui n'est pas salarié de l'entreprise, mais voilà, c'est une charge à temps complet aujourd'hui, avec donc cette interopérabilité, cette interconnexion plutôt avec la CNIL. Est-ce que ça veut dire, parce qu'aujourd'hui je dépose un fichier à la CNIL, je dis ce que je vais recueillir comme données, etc., la CNIL me le valide, je suis protégé en tant qu'entreprise. Voilà, oui. Est-ce que demain, je n'ai plus cette protection? Non. Donc l'entreprise peut être attaquée directement. C'est à l'entreprise d'évaluer les risques qu'elle peut encourir si elle viole le règlement sur les données personnelles. Alors, on a un monsieur qui pose une question et nous aurons monsieur ensuite là. Alors, comme nous sommes enregistrés, merci de vous présenter pour la restitution ensuite. Bonjour. Bonjour, Ludovic Favarette, Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Une question sur la notion de CIL et d'IPO. À aujourd'hui, on est en train de développer ces notions de CIL et d'IPO dans des entreprises qui utilisent essentiellement des données structurées issues de leur système d'information. Si j'écoute bien tout ce qui s'est dit dans la conférence depuis le début, avec le développement de l'IoT, des objets connectés, on a énormément de sources d'informations complémentaires qui vont apparaître, y compris des sources d'informations qui viennent de l'externe, issues des réseaux sociaux, issues de bases de données que l'on peut acquérir, etc. La question que je me pose, c'est comment le CIL ou le DPO vont pouvoir appréhender la complexité de l'ensemble des informations que nous allons utiliser en interaction avec nos clients. Alors, qui pour répondre? Élément de réponse de vous trois, peut-être, d'ailleurs. Monsieur Gamri Doudane. Donc je commence. Donc, je vois le président Augier ravi, et ancien directeur du L3I, qui avait mis en place un projet de laboratoire, qui avait structuré un projet de laboratoire. L'idée derrière, le DPO ne va pas avoir accès à des données brutes. Et on lui dit, excusez-moi du terme, tu te débrouilles. Le DPO, il doit avoir quelque chose qui lui permet de décider, donc une visualisation adaptée, des dashboards adaptés, un outil d'aide à la décision. Partir aujourd'hui, avant, on traitait souvent des données du même type. Aujourd'hui, on a des bases de données structurées au sein des systèmes d'information,
mais on a des flux qui peuvent provenir du web, d'objets connectés, de l'image, des documents qu'on a dématérialisés, qui étaient stockés quelque part et dont on ne valorisait pas la connaissance qui était là, hein, mais dans des archives, donc qu'on dématérialise. Énormément de flux, les réseaux sociaux, etc. Tout cela, c'est de niveau de structuration très variable, des données très hétérogènes, mais également de qualité qui peut être variable. Les réseaux sociaux, on y trouve tout et n'importe quoi. Donc comment faire le ménage? Donc la première étape, donc ça c'est vraiment l'approche du L3I, la première étape c'est d'aller vers la création d'une sorte d'entrepôt de données structuré et avec donc le même niveau de structuration et la même qualité. Une fois ceci fait, on peut mettre en œuvre des outils d'analyse accessibles à tous et qui permettent derrière de capitaliser sur ces données-là. Ça peut être juste capitaliser, ça peut être un outil d'aide à la décision. Directement, on nous dit voilà le risque. Ça peut être un dashboard qui nous affiche des éléments et qui nous permet après ce ne sera plus de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine, mais avec des données simplifiées. Et ça peut être une boucle de contrôle pour contrôler un système. On peut avoir un retour, un enrichissement. À chaque fois qu'on interagit avec le système, qu'on prend une décision, ça rentre dans le système et on va avoir un retour comme ça. Donc, faire ce système complet allant des données jusqu'à la capitalisation, c'est vraiment le cœur du métier des 30 chercheurs qu'il y a aujourd'hui, 30 enseignants-chercheurs qu'il y a au L3I, plus de 100 chercheurs si on regroupe tout le monde, avec les doctorants, les post-doctorants et les ingénieurs. Et on travaille tous dans ce sens-là, dans divers thèmes. Un des thèmes est justement ces aspects de confiance numérique. Et naturellement, si on ne sait pas ce que veut le DPO, si on ne connaît pas la loi, on ne peut rien faire. Donc, deuxième niveau de structuration, entamé également par Jean-Marc Augier, c'est la création de la fédération numérique. On est plusieurs laboratoires autour de ces questions-là, dont les juristes. Donc Linda Arcelin, notamment, nous disent ce dont a besoin le DPO comme information pour que l'on puisse justement bien y répondre. Madame Arcelin. Oui, je crois que la compléter. réponse, elle est d'abord du côté des informaticiens qui vont faire le tri, et le DPO devra, lui, mesurer la nécessité des informations, travailler sur la finalité du traitement, et puis vérifier si les informations qui ont été collectées, structurées par le service informatique, eh bien, correspondront bien aux finalités du traitement. Monsieur Cardino, un point là-dessus? Oui, je voudrais insister sur ce dernier point qu'on n'a pas suffisamment évoqué, je pense. C'est qu'effectivement, les nouvelles règles n'annulent pas ce qui existait précédemment. Et la CNIL est toujours là. Il y a toujours un certain nombre de packs de conformité, de règles d'usage, etc., auxquels se confortent les acteurs. Et il y a un des points clés dans tous ces packs de conformité et dans les règles CNIL qui consiste à dire qu'on utilise, on va dire, une donnée qui est proportionnée à la destination finale. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de recueillir n'importe quoi. Par exemple, en matière d'assurance, pour donner un exemple concret, je n'ai pas le droit de m'enquérir de votre religion, de votre orientation sexuelle ou politique pour faire un tarif d'assurance, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Donc on travaille main dans la main avec la CNIL pour réfléchir à quelles sont les données qui sont nécessaires et suffisantes pour telle destination, tel avantage, tel service, telle offre. Un lien entre la donnée que je recueille et vraiment l'importance de bien définir la finalité du traitement. Et de ne pas en bouger après. Et de ne pas en bouger. Voilà. Il y avait une autre question. Voilà, on va vous amener un micro, monsieur, et pareil, merci de vous présenter pour l'enregistrement de cette conférence. Voilà, bonjour, on vous écoute. Merci, bonjour. Laurent Prével, association eFutura. Donc d'abord, merci pour vos 3 interventions. Moi, j'avais une petite question sur de frontières, en fait, à propos de ce contexte des données personnelles. Donc, j'ai bien entendu, je suis à peu près rassuré par la CNIL, toutes les CNIL des 27 de l'Europe, le RGPD, etc. Mais le président Augier a, de façon non innocente, cité nos amis des GAFA. Voilà. Sans être trop provocateur, est-ce que ça a un sens de se conformer à tout ça, sachant qu'il y a des gens qui ne jouent pas le jeu et qui probablement ne joueront jamais le jeu. Et voilà, comment est-ce qu'on met ça à l'échelle planétaire? Oui, c'est ça. Monsieur Cardino, vous en savez moins sur moi aujourd'hui que déjà les GAFA n'ont d'informations sur moi. Hein.
Alors tout à fait, ça c'est vrai que c'est un des grands fantasmes. Les gens malheureusement se font souvent une culture basée sur ce qu'ils voient dans les séries ou les films américains. On n'a pas les mêmes règles et pas la même culture en Europe. Et en fait, il faut savoir que la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des acteurs dans le monde de l'entreprise en France et en Europe en savent 100 fois moins sur vous que Google, Apple, Facebook ou Amazon. Parce qu'un Facebook, c'est en gros quel est votre sexe, quels sont vos revenus, quels sont vos déplacements, quels sont vos loisirs, votre CSP, votre orientation politique. Et il y a même des études de DataCruncher récemment qui ont montré que, a priori, c'est également l'entité qui connaît le mieux l'année de votre mort. Hein, parce qu'on peut prédire de manière extrêmement fine, mieux qu'avec les tables de mortalité en assurance vie, par exemple, votre probabilité de mourir telle ou telle année en prenant vos données Facebook. À qui il faut que je demande? À Facebook? Exactement. Enfin, si vous voulez savoir, je ne suis pas sûr de vouloir savoir, à titre personnel. C'est vrai, vous avez raison finalement. En parlant d'objets connectés et de GAFA, la chose qui avait surpris tout le monde, c'est l'achat par Google d'un fabricant de thermostats connectés pour 3,2 milliards de dollars. C'était une incompréhension. Au bout d'une semaine, les gens ont compris. C'est les données de consommation énergétique à la maison qui les intéressaient, parce que la donnée peut toujours servir. On ne sait toujours pas ça leur sert à quoi, mais eux, ils savent. Et je pense que Linda pourra avoir une réponse. Comme le précise. rachat de WhatsApp par Facebook, Ouais. c'est à chaque fois les données qui sont en jeu. Alors pour le règlement de 2016, il est prévu qu'à partir du moment où une entreprise a une activité qui est tournée vers l'Europe, le RGDP doit s'appliquer à cette entreprise. Donc c'est une garantie. Mais après, c'est peut-être pas tant sur la protection, le droit des données personnelles que l'on peut atteindre les GAFA, que sur une autre branche du droit qui est celui du droit de la concurrence, où on peut, par le biais de la violation du droit des données personnelles, dire qu'elles abusent de leur position dominante. C'est ce que cherche à faire la Commission européenne vis-à-vis de Google. Donc c'est un moyen peut-être plus détourné de leur dire appliquer la protection des données personnelles. Monsieur Cardino? Oui, rapidement, je reviens aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce qu'on espère avec le RGPD, c'est voir aussi la multiplication des boutons qui permettraient de dire plus facilement ce qu'on accepte. Parce que vous l'avez très bien dit, hein, aujourd'hui, dans une application, c'est noir ou blanc. Ouais. On dit oui à tout. Et comme on a envie du service, parce qu'on a envie d'avoir de la carto pour se guider, on dit oui à tout. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on m'oblige à dire oui. Jean-Marc Augier. Oui, juste un mot. Je voudrais avoir une information de la part de Linda, car j'ai entendu, je ne sais pas qualifier cette information. Récemment, à l'occasion d'une réunion à la conférence des présidents d'université, un collègue universitaire nous annonçait que, contrairement à tout ce qu'on pense, les GAFA sont d'ores et déjà prêts pour respecter les questions liées au RGPD en Europe, et plus prêtes que les entreprises européennes. Alors, je suppose elles seraient en ordre de marche, prêtes à répondre à cette question, ce qui ne serait pas surprenant, hein, vu leur capacité d'anticipation. Et après, je voudrais revenir sur la question de Ludovic Favaret sur les données structurées. Je suppose, les entreprises européennes ne sont pas prêtes, elles. C'est voilà, ça. c'est ça. Les GAFA, sans doute plus. Elles ont plus pris la mesure, je pense, du nouveau règlement. Ouais, on était avec un collègue au Japon il y a une quinzaine de jours qui travaille à DARPA pour l'armée américaine, qui nous évoquait cette question précisément de la sensibilité des Américains sur ces questions, en particulier sur leur marché en Europe. Voilà, donc ça, c'est un sujet, je pense que les entreprises françaises doivent s'en emparer. Et je voudrais revenir sur la question de Ludovic, je pense qu'elle est fondamentale. La question de la gestion des données hétérogènes et de niveau de structuration variable. Effectivement, aujourd'hui, tout ce qui est structuré, on arrive facilement à l'organiser et à pouvoir identifier ce qu'on veut protéger, etc. Sur tout le reste, on est en grande difficulté. Prenez l'exemple de cette séance aujourd'hui qu'on est en train de filmer. On est en train de faire de la vidéo dans laquelle il y a des personnes qui sont enregistrées. Ces personnes, aujourd'hui, comment faire en sorte... C'est moi qui porte la responsabilité aujourd'hui, parce qu'on est dans nos murs, hein, sur la question de la protection des données personnelles. Comment faire en sorte pour être en mesure de caractériser à partir d'une analyse vidéo le fait que M. Ludovic Favaret était présent aujourd'hui dans cet événement et qui peut, du coup, d'une certaine manière, porter préjudice à sa vie personnelle. On a des chantiers gigantesques à ouvrir parce qu'il s'agit là de mettre en place des procédés qui sont en capacité d'aller analyser des contenus dont même les technologies les plus avancées de l'intelligence artificielle ne sont pas encore en capacité de les traiter de manière pertinente aujourd'hui. Il y a des chantiers gigantesques et je pense qu'il faut partager cette question sur des grands enjeux d'avenir. Hein. C'est un peu l'objet de l'INNOV 2017. Une réaction d'un de vous trois sur ce que vient de dire Jean-Marc Augier avant une dernière question? Non, on laisse le mot
C'est vous, je crois, hein, monsieur, qui vouliez intervenir. Bonjour. Et merci, on va protéger vos données personnelles. Jean-Marc Augier l'a dit, donc merci de vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Patrick Simon, je suis cofondateur de l'entreprise Panga. Donc nous, on travaille beaucoup sur la partie sécurité des données personnelles et sur l'IoT. Je vais rebondir un peu sur ce que disait Jean-Marc. Et moi, j'ai une question à l'intention de M. Cardino. Tout à l'heure, vous avez dit on prend un certain nombre de données, l'accélération, le virage, et un certain nombre de choses. Ce qui est important, c'est que la donnée n'a pas de sens si elle n'est pas contextualisée. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous dis, voilà, il fait 25 degrés, très bien, je suis content, mais 25 degrés par rapport à quoi, dans quel environnement? Aujourd'hui, vous dites, je vais mettre en place une analyse associée à un certain nombre de critères. Typiquement, j'accélère très fort, mais derrière, l'environnement autour du véhicule n'est pas mesuré. Typiquement, à un moment donné, vous êtes dans une situation où vous êtes obligé, pour une raison de sécurité, d'accélérer très fort. Ça, aujourd'hui, vous allez l'enregistrer et l'environnement extérieur ne sera absolument pas mesuré. C'est-à-dire que la donnée n'a pas de valeur en soi, puisqu'elle n'est pas contextualisée. Comment vous allez gérer ça ? Alors, on va laisser M. Cardino répondre. Comme le véhicule de Linda Arcelin est connecté et qu'elle doit être à midi à Rochefort, est-ce que vous voulez qu'on vous libère, Linda Arcelin ou... Oui, très bien. Bon, je vous en remercie. M. Cardino. D'accord. Alors, il y a deux éléments de réponse à ça. Le premier, c'est qu'effectivement, on continue d'apprendre, hein, et c'est on va dire un cycle d'apprentissage continu. C'est pour ça qu'on a des data analystes, qu'on a des actuaires qui travaillent sur ces sujets. Ce qu'on essaie de voir, c'est les corrélations fortes en analysant ces données pour voir quelles sont celles qui sont les plus pertinentes. Et aujourd'hui, on prend en compte certains critères. Demain, on en prendra sans doute en compte d'autres. Et on va peut-être en abandonner certains qui paraissent avoir des corrélations plus fermes, ou alors être finalement assez corrélés à des critères qu'on avait déjà avant par ailleurs, et donc du coup un peu redondants. Donc il y a déjà un premier élément de réponse qui est qu'il y a évidemment un apprentissage continu. Ensuite, le deuxième élément de réponse, c'est que bien sûr, le fait d'avoir parfois un manque de contextualisation nuit à la pertinence de l'analyse unitaire. Maintenant, là où évidemment on est prudent, c'est qu'il ne s'agit pas de refuser une réduction à quelqu'un qui, une fois tous les 10 jours ou tous les mois, accélère violemment. On n'est pas du tout dans cette logique. En fait, ce que permettent les objets connectés, c'est aussi on va dire une analyse en continu de comportement et pas seulement à un moment donné, de manière ponctuelle, dire est-ce que là, tel jour à telle heure, il s'est passé ça. On voit que quand une personne accélère ou freine très violemment à plus de 500, 600, 700 millig régulièrement, plusieurs fois par jour ou par semaine, on peut supposer que ce n'était pas uniquement un dépassement d'urgence qui a permis effectivement d'avoir un comportement responsable sur la route, mais plutôt une habitude de conduite un peu musclée. Donc c'est les deux éléments, on va dire. D'une part, l'apprentissage continu, et d'autre part, le fait qu'il y a également un captage de l'info continue qui permet de se passer, dans une certaine mesure, d'une contextualisation très fine. Oui. Mais bien évidemment, l'idéal est de pouvoir gérer la contextualisation. Aujourd'hui, pour être très clair, en matière d'assurance automobile, en tout cas, elle est encore moyennement au point. Oui, et puis il faudra faire la différence, parce que c'est la voiture qui est connectée, c'est pas le foyer. Donc il y aura la conduite de monsieur, conduite de madame, la conduite du jeune qui vient d'avoir le permis. Tout ça sera bien différent, ça va fausser la statistique un peu. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que l'assurance, c'est l'assurance du véhicule et plusieurs personnes peuvent le conduire, ça c'est un problème. Après, pour revenir à ce que disait donc, Patrick Simon, généralement, quand on fait du comportemental, on efface les pics. Parce qu'on a un pic. Par contre, si on a plusieurs pics, ça devient dans le comportement. Donc tout simplement, bon ça on en avait déjà parlé pour d'autres contextes. Après, il faut aussi se positionner dans une situation où on parle de plus en plus de smart cities. Donc les capteurs qu'on va avoir, qui vont collecter des données, ne seront plus uniquement ceux dans le véhicule. Et les capteurs qui seront dans le véhicule, on en aura encore beaucoup plus. Donc plus on va avancer, plus ça va s'affiner. Et un jour, l'assurance du véhicule, ça ne sera plus les assurances des personnes, parce que je crois que M. Cardino y tient, donc je vais le dire, comme ça il pourra compléter. Un jour, votre véhicule se conduira lui-même. C'est le véhicule autonome. Bon, j'étais au Brésil il y a quelques semaines pour des collaborations avec une université brésilienne. Ils me disaient que ça ne marchera jamais chez eux. Pourquoi ? Parce que les routes sont très mal en point. Il n'y a plus... Bref, mais en Europe, il est possible que énormément d'innovations de ce type-là, et en Amérique du Nord, apparaîtront. Et donc, à ce moment-là, au fil du temps, le business changera complètement.
Oui, alors là, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Une des questions qu'on a les plus fréquemment, c'est qu'en est-il de la mutualisation des risques, effectivement, en matière d'assurance automobile. Et c'est un vrai sujet, parce que si finalement, demain, sans que ce soit obligatoire, vous avez un tarif intéressant uniquement en prenant ce type de solution, est-ce que de facto, on n'exclut pas une partie de la population qui refuserait de prendre ce type de produit ? Pour moi, alors d'une part, c'est une vraie question, mais de facto, elle va être un peu caduque dans la mesure où finalement, l'assurance comportementale, ça sera une phase transitoire. On va faire de l'assurance comportementale pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et de toute manière, dans 20 ans, on ne fera plus d'assurance comportementale parce qu'il y aura pratiquement plus de véhicules individuels conduits par une personne. Alors quand je dis dans 20 ans, bon là, difficile de prédire, de donner de date avec certitude, hein, mais on sait qu'on s'oriente quand même globalement vers un avenir qu'on verra peut-être avec, ou nos enfants à minima, avec majoritairement, très majoritairement, des flottes de véhicules connectés, qu'on loue, qu'on utilise en fait au trajet, à la journée, et dont on n'est pas possesseur, qui sont complètement automatisés, et où il y a des problématiques de responsabilité civile qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui avec une assurance auto classique, et avec en plus une assurance portée, non pas à titre individuel, mais par l'entreprise qui met à disposition le service, avec notamment également une couche très importante de protection contre le risque systémique, parce que le danger sera plus vraiment qu'un véhicule et un problème, mais plutôt qu'il y ait effectivement une défaillance ou un hackage qui fait que d'un seul coup, 500 000 véhicules d'une marque ont un dysfonctionnement. Madame Arcelin ? Oui, comme disait Alexandre Cardino, il y aura des problèmes de nouveaux problèmes de responsabilité. Qui sera responsable de l'accident ? Cette autonomie, il faut la mettre en perspective avec la notion juridique de garde du véhicule. Alors il y a plusieurs systèmes autonomes. Je crois que l'industrie automobile classe 5 types d'autonomie. À l'heure actuelle, il n'y en a que les 3 premières qui peuvent être mises en circulation, même si c'est possible, je suppose. Le véhicule tout autonome. Mais oui. Il y a eu des tests en effet, mais la législation n'a pas encore, ne permet pas de. Et là, même à La Rochelle d'ailleurs. C'est une convention internationale, je crois, de 1968 qui prévoit toutes ces règles. Mais voilà, il faudra mettre ça en perspective avec la responsabilité civile ou pénale en cas de hackage. Merci beaucoup à tous les 3 de vos interventions. On va se retrouver ici à 13h45 avec un petit quart d'heure d'avance. Les échanges continuent de façon un peu plus informelle, évidemment, pendant le showroom et le cocktail déjeunatoire qui vous attendent. Merci Linda Arcelin, Alexandre Cardino et Yacine Gamri-Doudane de ces interventions.